Merci à tous d'être là pour cette présentation Take Back the Sky, se réapproprier le ciel. Ça fait suite à la présentation sur la longitude. Nous allons faire le point avec ça aujourd'hui. Et nous allons voir tout ce qu'il faut pour se réapproprier le ciel et ne pas avoir peur du ciel comme argument. Nous pourrons en fait dominer la discussion par rapport au ciel. La présentation vidéo d'aujourd'hui comportera 3 parties, 3 morceaux principaux. Nous allons d'abord passer en revue les calculs que nous avons dérivés dans le format spreadsheet pour indiquer les angles d'élévation par rapport à Polaris de 0 à 90 degrés, de Polaris à l'équateur. En passant en revue les relations entre ces données, nous allons extrapoler un peu. Ensuite, nous allons également passer en revue la dérivation optique du rayon supposé 3959 miles. Ainsi, au lieu d'avoir une courbe terrestre physique, nous allons prouver mathématiquement qu'il ne s'agit que d'une courbe optique de même vitesse, indiquant la limite de notre vision sphérique. On va donc voir ça en deuxième partie, et pour la troisième partie, nous allons modéliser tout ce dont nous parlons sur le tout nouveau modèle de dôme, où nous pourrons voir la sphère céleste personnelle en action et qui imite et émule exactement tout ce que nous devons faire. Allez, c'est parti. Alors, commençons par aborder le problème tel qu'il le voit. On dit que les angles par rapport à Polaris sur une Terre plane correspondent approximativement à la latitude, ce qui est, vous savez, incorrect. Et bien sûr, quand ils disent que la longitude n'a été inventée qu'en 1725, j'imagine qu'ils devaient la connaître depuis longtemps avant, puisqu'ils naviguaient seuls plutôt bien. Quoi qu'il en soit, ils disent que ce fait est observé à chaque endroit sur Terre où Polaris est visible. Je conviens que le taux apparent semble certainement différent, d'accord ? Ils disent que ça ne change pas. Non, ça change définitivement. Ils ont le même angle. Ils l'ont juste placé à plus de 90 degrés, donc. Quand ils disent tracer le chemin à partir de plusieurs endroits, cela n'indique pas une position cohérente de Polaris. La raison en est que la Terre est une sphère et que le modèle de Terre plane ne représente pas la réalité. Eh bien, cela est franchement débile. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas non plus à quelle distance se trouve Polaris, en fait. En physique, dans le monde physique. C'est à des années-lumière et tout ce non-sens avec les galaxies et tout. Donc, ils poussent cela mathématiquement vers l'infini. Ok ? Sans raison. Et ils disent « Oh, nous l'avons résolu ». Remarquez, ils n'ont pas de distance réelle. Chaque étoile dans le ciel a pour eux une distance différente, mais ils les traiteront toutes de la même manière lorsqu'ils voudront faire la navigation céleste par elles, de la même manière que nous devrions le faire, d'accord ? Donc, quand nous avons essayé de dire que nous le traitons de la même manière, toutes les étoiles ont la même distance et nous les traitons comme un champ statique qui tourne. Elles doivent faire exactement la même chose. Mais d'abord, faisons un focus là où ça dit qu'à l'équateur, ce petit gars à 0 degré peut voir Polaris. Nous allons contester cela dans un instant et nous l'utiliserons comme une base pour tester notre nouvelle méthode, probablement plus précise et meilleure pour ce faire, d'accord ? Voilà donc leur argument. Et si on va par là ? Ils disent tout dans le monde, vous savez, les montagnes, les arbres, les grands immeubles, ils s'éloignent proportionnellement à la distance en raison de la perspective, d'accord ? Donc tout dans le monde se compresse dans l'horizon dû à la perspective. Cependant, les étoiles se retirent dans l'horizon proportionnellement à la distance pour une raison complètement différente appelée courbure. On a donc les bateaux dans l'horizon, c'est la perspective. Les arbres, la perspective. Les montagnes, la perspective. Les grands immeubles, la perspective. Si vous aviez un champ, la perspective. Tout ce qui fait la même chose, ça va être la perspective. Mais les étoiles, c'est la courbe, la courbure. Vous voyez ? Ok, c'est donc par là que nous commençons, d'accord ? Nous allons tenter de prouver que cela n'a aucun sens, et qu'en fait, ça recule dans la distance avec la même proportionnalité que tout le reste, alors. Commençons, et donnons d'abord du crédit à Glimm, qui a fait cela plus tôt, mais il l'a fait de manière linéaire, en utilisant la géométrie euclidienne, bien sûr. Et il a utilisé cette merveilleuse formule, tirée d'un article merveilleux obtenant un jugement de distance réelle. Je pense que cela date de 1958 ou quelque chose du genre. Obtenant à merveille cette formule, l'équation de Galinsky de 1951 essentiellement. Elle reste toujours bien dans la géométrie euclidienne et les fonctions linéaires. C'est incroyablement précis, je pense. Quoi qu'il en soit, mérite à Glimm pour l'avoir lancé. Voici sa merveilleuse macro lorsqu'il a représenté graphiquement toutes ces fonctions linéaires, montrant les angles d'élévation par rapport à Polaris à chaque latitude. C'est en fait là-dessus que c'est basé. Mais nous l'avons fait légèrement différent de Glimm. Il est en fait allé de manière linéaire et nous l'avons fait de manière non linéaire. Il a fait un excellent travail, mais nous allons aller un petit peu plus loin. Donc, juste pour décrire ce dont nous allons parler ici, en gros. Nous allons décrire les angles d'élévation mathématiques par rapport à Polaris, la distance et la hauteur approximative. Appelons cela le GP. Cela tient pour Ground Position, la position au sol. En utilisant une fonction trigonométrique de base et un peu d'aide d'un cercle unitaire. Nous allons donc utiliser les angles d'élévation. Visiblement, nous allons déduire la distance et nous allons la parcourir à pied depuis Polaris, qui est 0, jusqu'à l'équateur.
Voilà donc la terminologie que nous allons utiliser. L'angle. L'élévation de l'angle par rapport à Polaris diminue à mesure que l'on s'éloigne ou de manière équivalente à mesure que l'on se déplace vers le sud sur une Terre plane. Alors on va comparer ça au globe terrestre. Ils disent que c'est la vitesse à laquelle la Terre se courbe lorsque vous vous éloignez de Polaris. C'est en gardant à l'esprit que les montagnes, les arbres, les lampadaires, tout ce qui se trouve au loin, les grands bâtiments, sont tous comprimés à cause de la perspective. Mais pour les étoiles, c'est à cause de la courbure. Les radians, qui sont simplement l'angle converti en radians. Habituellement, c'est requis en trigonométrie Excel. L'hypoténuse dans ce cas serait le rayon de la Terre. Ce n'est pas pour cela que nous allons l'utiliser. Nous allons l'utiliser pour l'équivalent optique, qui serait le rayon de la limite de notre grille visuelle, ou autrement dit, la longueur de notre grille azimutale d'observabilité. Alors, nous allons déduire cela optiquement en utilisant le critère de Rayleigh et la limite de résolution angulaire, ainsi que la vitesse à laquelle quelque chose que l'on observe semble descendre à 6 pieds de hauteur sur 3 miles. Nous y reviendrons dans un instant, mais pour l'instant, sachez que cela n'a rien à voir avec le globe. C'est ce qui va régir notre limite de vision et de hauteur. Ce sera la distance verticale entre la surface et Polaris. Ici, ça dit que beaucoup comprennent mal ce concept et insistent sur le fait que cela serait constant sur une Terre plane. Mais dans mon tableau, cela change, ce qui se rapproche bien de l'effet attribué à tort à la courbure du modèle de globe, d'accord? Et c'est là la prétendue courbure, car ils attribuent cet effet et tout le reste à la perspective. Nous utilisons donc cette fonction sinusoïdale pour obtenir cela dans certaines des données auxquelles nous reviendrons dans un instant. Puis, la longueur, qui serait la longueur du triangle. Nous l'utilisons pour le cosinus et nous représentons la distance jusqu'à la position au sol de l'étoile. Voilà donc nos variables. C'est comme ça qu'on va y arriver. Nous allons utiliser les équivalents cinématiques pour décrire, vous savez, une manière différente d'obtenir la description mathématique du même type de relation apparente avec l'angle d'élévation et la distance. On va dire que c'est linéaire pour une portion et non linéaire pour une autre portion. Nous allons déduire cela de la relation spécifique aux données après les avoir représentées graphiquement. Nous remplaçons donc essentiellement ce que la Terre considère comme une courbure par une corrélation, d'accord? Nous allons utiliser des angles d'élévation par rapport à Polaris avec des positions spécifiques. Nous allons approximer l'altitude et obtenir la longueur, et cela se rapprochera de ce qu'ils appellent la courbe terrestre. Mais en réalité, nous prouverons mathématiquement que, à mesure que vous vous déplacez latéralement sur X, 69,07 miles, cette sphère céleste personnelle au-dessus de vous fera une rotation en conséquence, soit vers le haut, soit vers le bas d'1 degré, selon si vous vous en approchez ou que vous vous en éloignez. C'est juste une façon intelligente de décrire également la relation pour laquelle les Globers revendiquaient l'exclusivité et de se l'approprier avec justesse pour nous. Alors maintenant, nous pouvons à nouveau utiliser les faits absolus et observables de la réalité, dont beaucoup pensent, pour X raisons, qu'ils sont exclusifs au modèle du globe. Nous utilisons ceci pour expliquer cela. C'est de là que nous venons. Lorsque vous bougez de 69,07 miles terrestres latéralement, cette sphère céleste personnelle s'élève au-dessus de vous. Nous le démontrerons très bien dans un instant, mais pour l'heure, c'est une bonne représentation. Vous voyez, si ça va à gauche, ça va par ici. Si vous allez à droite, ça va comme ceci. Si vous restiez ici, voici à quoi cela ressemblerait. Ce sont les angles que vous pourriez utiliser pour la navigation céleste. Et encore une fois, cela n'a rien à voir avec une sphère physique. C'est juste une limite de votre espace visuel. Cette image-ci, je l'ai prise de Stellarium. Et c'est juste la vue stéréographique de la grille azimutale. C'est donc une merveilleuse façon d'utiliser le modèle du globe pour vous montrer de quoi je parle. Nous allons réduire un peu les angles que nous avons utilisés pour la navigation, comme je l'ai dit. Et encore une fois, tout cela repose sur la notion de limite de vision, d'accord? Donc si nous voyons la même distance dans toutes les directions, si nous prenions un bâton, cela fait 3959 miles. Cela fait 6371 km. Et nous le faisons en quelque sorte tourner tout autour de nous, ce qui nous donnera le rayon de notre limite sphérique de vision. Très bien, nous allons donc juste prendre une minute pour passer en revue la dérivation du rayon de 3959 de votre limite de vision sphérique optique. Cela est basé sur plusieurs éléments, mais regardons plus en détail ici. C'est comme si vous preniez la limite de résolution angulaire de votre œil, ok? Et que vous la convertissiez en degrés et en radians. Vous obtenez environ 0,0217. C'est le critère de Rayleigh, le point auquel votre œil est nommé rayon de sphère, d'accord? Nous pouvons donc utiliser les limites optiques du critère de Rayleigh et la chute perçue sur une courte distance par un observateur de 6 pieds, ce qui fait 1,80 m. Et nous pouvons utiliser ces deux choses pour déduire à rebours le rayon de la Terre, d'accord? C'est très simple. Voici exactement comment nous allons le préfacer.
Tout cela est disponible sur la base de données publiée dans la section Résolution angulaire de l'optique ou courbe de la Terre, Optics Angular Resolution ou Earth Curve. Cela va un peu plus en profondeur. On y trouve beaucoup de choses là. Mais juste pour expliquer brièvement également que cela ne prend pas en compte le rayon physique de la Terre. Nous déduisons qu'il n'y a pas de rayon physique de la Terre. Il n'y a qu'une courbure optique à travers le bas d'un optique, d'une lentille ou d'une ouverture d'un œil. Et voici comment cela fonctionne. Donc, nous allons simplement dire que si le sol est amené au niveau de vos yeux, la personne disparaît due à la perspective, disparaissant par le bas en premier. Et cela est abordé ici, cette merveilleuse image. Cela dit simplement que parce que le bas est beaucoup plus proche que le haut, c'est la raison pour laquelle les choses disparaissent de bas en haut. Cela détermine la limite de votre vision. La meilleure question pour comprendre cela est la suivante. Pourquoi ne disparaissent-ils pas du haut vers le bas? C'est évidemment parce que ce qui est en bas est beaucoup plus proche. C'est la raison pour laquelle ça se produit. Nous avons donc une limite de résolution angulaire à l'approche de la distance, qui évolue dynamiquement en fonction de la distance parcourue. Alors ça décrirait pourquoi le bas part en premier. Ceci décrit la limite de votre résolvabilité. Il s'agit en quelque sorte de tout rassembler pour déterminer comment ils ont obtenu le rayon. Il ne s'agit donc que d'une extrapolation de ce qui précède avec un taux de chute perçu de 6 pieds sur 3 miles. En gros, c'est une extrapolation de cela. Celle convertie simplement en décimales, 0,666 pieds. Ces occultistes adorent leur nombre, comme on dit. Et c'est à cela que ça se résume ici même. Ils obtiennent donc le rayon de la Terre sous forme d'une distance divisée par la tangente de l'angle θ, ce que nous avons dérivé plus tôt. Donc on obtient l'angle en faisant ça. On a déjà obtenu le critère de Rayleigh. On a déjà déterminé ce taux de chute de 6 pieds. Nous supposons maintenant simplement que cette partie représente un arc du bord de notre limite sphérique de vision. Et boum, nous pouvons faire quelques tricks de base pour obtenir ce rayon. Donc nous disons simplement, et si je détermine que ce bord, la limite de mon horizon, est en fait un arc de ma limite sphérique de vue, alors je peux faire la tangente. Et que si j'observe une hauteur au-dessus de cette partie, alors je peux obtenir la tangente et la mettre sur le critère de Rayleigh. 12 pieds sur 3 miles équivaut à un rayon de 3959. Très très simple. Donc si c'est la limite de votre vision sphérique, alors nous pouvons la déduire de cette façon. Et alors, est-ce que c'est une coïncidence? Bien sûr que non, d'accord. Ces gens font toutes sortes de choses, et pas par hasard. Disons simplement que ce sont des occultistes. Vous savez, ils ont un genre de truc avec les chiffres. Et ils adorent nous tromper, n'est-ce pas? Donc si nous, par exemple, croyons à des choses qui ne sont pas vraies, ils adoreraient cela. Mais plutôt que de nous enseigner la physique de l'optique, ils ne nous l'ont pas spécifiquement appris. Et ils nous ont dit que nous pouvions voir à l'infini et que la distance et la lumière s'étendaient à l'infini. Vous voyez à quel point c'était important en premier lieu? C'est pour cela qu'ils ont dû nous faire croire ça. Ça montre à quel point c'est important. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est déduire à rebours le fonctionnement de l'optique, puis nous dire que la Terre se courbe physiquement à cette vitesse tout autour de nous. Alors, pensez que si vous avez un rayon de vision de 3959 autour de vous, tout ce qu'ils ont fait, c'est vous dire, d'accord, aussi loin que vous puissiez voir, c'est plan. Mais juste au-delà de ce que vous pouvez voir, pour chaque morceau de terre au-delà de vous, ça s'incurve perpétuellement vers le bas, là où vous ne pouvez tout simplement pas le voir ou le sentir. C'est comme ça qu'ils ont fait fonctionner le globe, les amis. Ils ont dit que chaque parcelle de terre que vous ne pouvez pas voir s'incurve vers le bas et s'éloigne de vous. Et c'est ce qu'ils nous ont fait croire. Et c'est ainsi qu'ils ont procédé, parce qu'ils savaient optiquement que cela se vérifierait. Si vous faites le calcul à rebours, c'est précis au centième de degré près, d'accord? C'est le rayon exact de la Terre. Allez faire vos recherches là-dessus. Le rayon exact déterminé de cette façon. Serait-ce donc une coïncidence si l'on peut déterminer le rayon jusqu'à la 10e décimale? Ou est-ce que de l'optique s'est dérivé à rebours? Vous pouvez décider. Allez consulter la base de données. Nous allons maintenant poursuivre avec l'argument de la sphère céleste. Juste pour expliquer le cercle unité ici. Donc, c'est parce que le rayon est celui que nous pouvons mesurer directement. Le sinus, le cosinus, la tangente. Nous l'avons fixé à 3959, puis nous l'avons ensuite multiplié par ce résultat, afin de savoir que nous l'utilisions correctement. Alors, cela nous oblige à définir le rayon maximum et visible autour de l'observateur, que nous déplaçons avec nous, à 3959. Et nous aurions pu faire une approximation comme ceci. Nous utiliserions simplement ceci. C'est ce que font nos mathématiques. Lorsque nous passons de Polaris à l'équateur, nous en faisons une approximation. Il s'agit d'un regroupement de 10 latitudes à la fois pour vous montrer la différence. Mais en gros, nous faisons cela tout au long du processus, à chaque étape. On va dire que c'est non linéaire, d'accord? Cela pourrait être parabolique, exponentiel, logarithmique, linéaire, selon la distance et la partie que vous analysez.
Nous avons dérivé une équivalence cinématique entre la relation proportionnelle entre la distance et la quantité d'objets dans le ciel qui semble se compresser dans l'horizon. Nous utilisons le cercle unité et la trigonométrie de base pour démontrer cette relation. La hauteur de chaque triangle créé est déterminée par le sinus de l'angle et les radians. La longueur de chaque triangle créé est déterminée par le cosinus de l'angle et des radians. La tangente de l'hypoténuse est la limite sphérique visible de votre rayon. Et cela maintient la proportionnalité, mais utilise une méthode qui ne peut être revendiquée comme exclusive au globe. Aux quelques globeurs à qui j'ai amené cela avant de le présenter, j'avais demandé à la fin de la présentation, à la fin de l'argumentation, pouvez-vous maintenant affirmer que 69 miles par degré soit exclusif? Et ils ont tous deux répondu par une réponse « Non, non, oui, c'est vrai, alors ». Ils se sont simplement lancés dans des bêtises, essayant des affirmations provenant d'autre chose. Mais encore une fois, voici les données, voici comment nous l'avons dérivé. C'est juste basique jusqu'au bout. Nous voyons la même distance dans toutes les directions. C'est une représentation d'un indicateur s'étendant sur 3959. Et cela jusqu'au ciel céleste, évidemment, pas en dessous de vous. C'est en réalité juste un hémisphère, et c'est d'avant en arrière. Et vous savez, il s'étend dans toutes les directions. C'est exactement pour cela que nous allons l'utiliser. Et voici exactement ce dont je parlais. Voici comment nous utilisons le cercle unité dans les données. En gros, le rayon de 1, c'est 3959. Et on utilise le sinus du cosinus tout au long pour obtenir nos données. Donc, en gardant cela à l'esprit, voici comment nous avons obtenu toutes les données. Ensuite, nous passerons en revue les relations. Juste pour parcourir celui-ci très rapidement. Nous parcourons 69 miles par degré. Nous obtenons 69,07 miles par degré multiplié par 90 degrés de latitude, ce qui nous donnerait 6210 miles. Nous obtenons donc 6210 miles terrestres entre Polaris et l'équateur. Maintenant, pourquoi n'est-ce pas le rayon de la Terre, pourriez-vous penser? Eh bien, merveilleusement, c'est la distance linéaire, d'accord? Ainsi, lorsque nous avons un objet 3D sphérique, nous prendrons cette distance linéaire. Techniquement, cela serait rétréci, vous savez, entre guillemets rétréci, pour s'adapter à l'arc courbe qui serait le rayon de la sphère. Et ce que c'est que c'est le rayon d'arc courbe du rayon redressé comme une distance linéaire. C'est ainsi qu'il contourne le problème. Ainsi, même si 6210 n'est pas 3959, 6210 dans un arc courbe serait 3959. Et 3959 redressé serait 6210. C'est donc ainsi qu'ils vont procéder. Et c'est ainsi qu'ils expliquent la relation. Donc si nous avons une limite sphérique à notre espace visuel incurvé qui a un rayon de 3959, nous n'avons pas à nous soucier de cette distance linéaire qui dépasse cela en raison de la géométrie de base d'une sphère. Ce rayon, nous ne verrions que cette distance dans toutes les directions. Cela utilise déjà la relation linéaire de la sphère. Ce n'est plus linéaire, c'est dans un espace physique 3D. C'est clair pour tout le monde? Nous avons quelques visuels à voir, mais ne vous souciez pas du stick art que nous avons réalisé sur Canva. Ainsi, admettons, un observateur sur la Terre avec un rayon d'hémisphère sphérique, disons, aurait une circonférence de 24 000 miles, 40 000 km. Cela décrit tout cet arc visible. Et cela ne s'applique qu'aux cieux célestes et aux objets qui s'y trouvent, donc les étoiles, des choses comme ça. Les choses qui ne sont pas visibles à l'horizon ou les bateaux à l'horizon, des choses comme ça, c'est une expression très différente. Et nous avons dérivé notre rayon sphérique grâce à cette expression. Alors cela signifie simplement que nous avons un rayon invisible de 3959 et c'est ainsi que nous percevons tout ce qui nous entoure. Donc si tout est en haut, voici comment nous le voyons à mesure. Et cela est parfaitement imité par la sphère céleste personnelle donc. Juste un autre exemple de ce dont nous parlons ici. Et voici le visuel pour essayer de comprendre ce qu'est une relation linéaire lorsqu'elle est traduite en arc courbe, d'accord? Donc 6218 est exactement ce que cela équivaudrait. C'est la distance linéaire. Et cela équivaut à un arc géodésique 3959, d'accord? Donc si nous prenons en quelque sorte cette distance linéaire et la transformons en cette sphère 3D ici, alors cela se transformerait en environ ce rayon ici, 3959. C'est difficile à visualiser, j'aurais probablement pu faire un meilleur travail. Mais vous savez, si vous avez besoin d'une meilleure compréhension, vous pourriez demander à un meilleur globeur, d'accord? Parce que c'est ainsi qu'ils expliquent cette relation linéaire. Nous allons donc simplement prendre la même relation car nous décrivons la limite de notre espace visuel exactement de la même manière, car nous l'avons dérivée de la limite de la résolution angulaire combinée au taux de chute optique d'un observateur habituel. Nous allons donc garder cela, nous allons continuer. Avant d'examiner les graphiques que nous avons dessinés à partir des relations entre les données, regardons l'un des résultats de la lecture optique d'Ether Cosmology l'autre jour, quand ils avaient fait les autres expériences, et c'était une expérience non euclidienne pour faire la perception de la profondeur dans l'espace réel. Et ce qu'ils avaient conclu, c'est qu'il y avait un excès angulaire présent dans la vision,
une partie du champ visuel qu'ils utilisaient pour représenter ce triangle. Et ils ont dit que l'espace optique est elliptique, courbé dans la zone proche mais hyperbolique dans la zone lointaine. Ils concluent donc que cette distorsion est induite optiquement et également décrite par une géométrie différente qu'euclidienne. C'est donc en quelque sorte la prémisse de ce que nous faisons pour nos prédictions. Lorsque nous aborderons les mathématiques plus tard, ce que nous pouvons faire avec cette observation, c'est techniquement prédire les distances avec plus de précision, effectuer une navigation céleste avec plus de précision, décrire avec plus de précision les distances à l'horizon où elles sont compressées, non pas dans l'infini, mais se rapprochent de la limite de votre espace visuel, mais sans jamais l'atteindre. Nous avons donc simplement représenté graphiquement quelques éléments, l'angle apparent par rapport à la hauteur apparente. Celui-là semble s'approcher de l'infini, mais pas vraiment. Ici, lorsque nous avons plusieurs distances différentes, nous avons tracé une ligne de tendance et créé une fonction. Ici, pareil. Cela se rapproche en quelque sorte des 6000 miles, car ce serait la distance linéaire jusqu'à Polaris. Très bien, nous allons donc passer un peu de temps ici à passer en revue certains des graphiques de données qui étaient censés représenter en quelque sorte les relations entre les données dans les colonnes, d'accord ? Nous avons donc un angle apparent par rapport à la hauteur apparente, qui serait en quelque sorte logarithmique, de type logarithmique. C'est-à-dire que ça ne s'approche pas de 0, mais que ça s'approche de la limite de vision, sans jamais l'atteindre. Même type de graphique, même type de relation. Mais ce sur quoi nous allons vraiment nous concentrer, c'est celui-ci. Celui-ci est le plus important. Il s'agit en gros d'un angle apparent par rapport à la hauteur apparente. C'est donc la fonction optique. C'est ce qui apparaîtrait apparemment à vos yeux si aucune autre considération n'était prise en compte. Et c'est celui qui, je pense, décrirait le mieux la manière dont la navigation céleste fonctionne actuellement. C'est une fonction logarithmique, de type logarithmique. Ne s'approche pas de 0 mais s'approche plutôt de la limite de vision sans jamais l'atteindre. C'est dans la partie linéaire que commence exactement le tableau des corrections pour la navigation céleste. Il désavoue l'exactitude en dessous de ce montant et au-dessus de ce seuil. Je vais donc conclure et affirmer que c'est ainsi qu'ils trompent les gens, d'accord ? Ils ont utilisé ce qu'ils savaient n'être pas linéaire. Cette expression optique, cette mise à l'échelle, puis ils en ont limité l'utilisation à la seule partie linéaire. Ainsi, de cette façon, ils ont convaincu le public que la distance évoluait de manière linéaire, infinie, d'accord ? Alors ils ont dit, vous voyez, vous pourriez prendre cette mesure, vous pouvez regarder cet arbre, vous pouvez prendre cette mesure, vous pouvez voir quelle est la distance. Mais cela ne fonctionne que pour une certaine partie de notre vision. Si vous essayez de le faire à l'horizon quand c'est compressé en rien, alors ce serait beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile, presque impossible pourrait-on dire, oui. Si vous êtes à l'équateur et que vous pouvez voir Polaris, disons à peu près à l'horizon, vous effectuez une fonction linéaire pour me dire où elle se trouve et à quelle distance elle se trouve. Vous obtenez à peu près ce maximum linéaire, le 6200 miles. Mais si vous allez plus loin, cette fonction linéaire décrivant cette distance ne fonctionne pas dans les cas où elle se trouve en dessous de l'équateur, où ils disent l'avoir 1 degré en dessous de l'équateur. Ils la voient du sud, ils voient Polaris. Dans ce cas, ils doivent invoquer la réfraction parce que la fonction linéaire qu'ils utiliseraient s'effondre complètement, ce qui signifie qu'elle n'est pas du tout linéaire à ce degré, d'accord ? Même chose lorsque vous essayez de switcher pour la navigation, d'accord ? Regardons cette photo ici. Si nous disons que vous avez un dôme de vision céleste, ce dôme céleste personnel qui bouge avec vous, alors vous pourriez dire que vous pouvez désigner des angles partout à partir de 180. En gros, ce serait ceci ici. Vous pouvez désigner les angles sur toute la longueur, ce serait 180. Alors disons simplement qu'ils ont marqué cette marge ici même, car vous ne pouvez pas l'utiliser en dessous ici. Ils ont, entre guillemets, la réfraction. Et puis tout cela ici, vous ne pouvez pas l'utiliser au-delà pour des raisons. Donc en gros, ils vous limitent ici, ce qui se trouve être la partie linéaire exacte de cette expression de type logarithmique, d'accord ? Vous voyez donc pourquoi il est important qu'ils vous fassent croire que la distance évolue à l'infini, je présume, parce que sinon vous ne croiriez pas à la vitesse de la lumière, aux galaxies lointaines, au cosmos et à toutes ces choses sur lesquelles ils doivent s'appuyer, l'échelle de distance linéaire infinie. Alors, si ce n'était pas le cas, croiriez-vous à toutes ces choses si vous saviez que les calculs ne s'appliqueraient pas à un certain seuil et ne s'appliqueraient que pendant cette partie linéaire de la fonction logarithmique ? Eh bien, je ne sais pas, nous allons le découvrir aujourd'hui. Et donc, s'il vous limite à cette partie, vous ne saurez jamais que ce que vous faites n'est pas une fonction linéaire, d'accord ? S'il vous permettait uniquement d'utiliser la partie linéaire, comment le sauriez-vous ?
En fait, nous découvrons que la fonction distance n'est pas linéaire, ne devrait pas l'être et n'a jamais été linéaire. Et la meilleure façon de le décrire, c'est d'utiliser cette expression non linéaire de type logarithmique. C'est donc ce que nous allons conclure. Tout cela est mis à jour dans ma base de données pour que tout le monde puisse le consulter. Je l'ai mis à jour hier soir avec une intention réelle, quelques mots et directives. Donc ça dit. Cela décrit ce qui se passe aux extrémités de votre vision, à chaque horizon par exemple, n'est-ce pas? La relation entre l'angle d'élévation de Polaris n'est pas linéaire à l'horizon. On a parcouru cela avec quelques globeurs. Et l'un d'eux a admis que oui, cette fonction linéaire ne fonctionnerait pas à ce stade. Et un autre a immédiatement admis que, cependant, notre expression de type logarithmique décrirait parfaitement que cette chose ne peut plus être résolue par la résolution angulaire. Donc elle est au-delà de la limite du seuil de résolution angulaire et est donc au-delà de cette courbe, approchant la limite mais ne l'atteignant jamais vraiment. C'est donc le bon graphique pour illustrer exactement ce que nous voyons dans la réalité. Cette partie va simplement être adaptée à ceux qui s'opposent à l'utilisation d'une position apparente d'une étoile. Bien entendu, nous utilisons la position apparente. Tout le monde utilise la position apparente. La véritable position des « héliocentristes », c'est que c'est à des années-lumière et à des années-lumière, et qu'elles sont toutes à des points différents. Ce sont toutes des distances différentes. Lorsqu'ils naviguent par rapport à elles, ils doivent faire comme si elles étaient toutes à la même distance et qu'elles font leur rotation autour de l'observateur. Oups! Et voici un petit exemple de la NASA. C'était publié sur le site web de la NASA, c'est dans les archives, et c'était quand ils essayaient de décrire comment la Lune fonctionnerait par rapport à la perspective. Ils ont invoqué quelque chose de très similaire. Ils ont dit c'est peut-être la forme du ciel. Les humains perçoivent le ciel comme un dôme aplati, le zénith proche à l'horizon, très loin. Cela a du sens. Les oiseaux qui volent au-dessus de nous sont plus proches que les oiseaux à l'horizon. Lorsque la Lune est proche de l'horizon, votre cerveau, entraîné à observer les oiseaux, calcule mal la distance et la taille réelle de la Lune. En gros, c'est la NASA qui explique le même genre de phénomène que nous. Nous allons maintenant voir ce que ferait la sphère céleste personnelle, comment elle fonctionnerait et comment elle fonctionne avec les mathématiques que nous avons décrites. Et puis nous pourrons en quelque sorte rassembler le tout et expliquer à tout le monde comment le ciel fonctionne sur une Terre plane dans la réalité. Nous allons maintenant voir ce qu'est la sphère céleste et comment nous allons l'utiliser en tant que sphère céleste personnelle. Voici donc une petite vidéo sympa que nous allons regarder dans un petit moment. Mais commençons par ceci. La sphère céleste, dans son ensemble, est quelque chose qu'ils utilisent pour envelopper la Terre et qui a ensuite un rayon infini, car ces distances entre étoiles n'ont pas de nombre réel. Ils les poussent simplement vers l'infini. Alors voici comment tout calculer en fonction de la sphère céleste. Alors cela va être important parce que c'est ainsi que vous feriez tout, les globers. C'est ainsi que tout fonctionne pour vous. Sans cela, vous ne pourrez rien calculer. Il y a tout un tas de sauvegardes de l'autre côté ici si vous voulez les parcourir. Alors, on a un plan plat avec une personne au milieu, l'observeur. Vous avez un zénith et vous avez un degré. Vous avez une grille de vision azimutale, comme nous ne cessons de le dire encore et encore. Et voilà, ce ne sont que différents exemples du méridien, du zénith, de la façon dont une étoile tournerait. Et quand c'est sous l'horizon, ça fait juste semblant de tourner sous vos pieds, et le timing fonctionnerait à nouveau. Ce n'est pas sous vos pieds. Ça fait sa rotation hors de votre vision à travers la Terre, ok? Mais l'effet est exactement le même à la latitude. Vous verriez exactement cela. Vous verriez des étoiles tourner autour de vous à égale distance avec les deux pôles visibles de chaque côté. Et on va y aller en montrant exactement cela sur le modèle que nous avons réalisé. Alors, au pôle Nord, voici à quoi cela ressemblerait avec la position au sol de Polaris, juste au-dessus de vous. Voici à quoi cela ressemblerait avec l'ascension droite et la déclinaison de base, lorsqu'ils essayent de calculer des choses. Donc, si c'est en dessous de l'horizon, voici comment ils le calculent. Alors, les coordonnées célestes ne sont que l'ascension droite et la déclinaison. Même chose que la longitude et latitude. Si vous avez suivi, cela équivaudrait à des coordonnées célestes projetées sur un système cartographique. La sphère céleste est la sphère. Au cas où quelqu'un ne l'aurait pas encore compris, la sphère céleste est la Terre. Bref. Passons en revue quelques autres exemples avant d'expliquer comment nous allons utiliser la sphère céleste. Alors, c'est comme ça qu'ils prennent les angles, c'est ainsi qu'ils font l'angle droit et la déclinaison, très similaire. On va voir comment on calculerait les choses, ok? Ils diront que nous ne pouvons pas utiliser la sphère céleste, mais bien sûr, nous le pouvons. Tout le monde le fait, c'est ainsi que tout est calculé. Alors, voici une vidéo vous montrant comment cela fonctionnerait. C'est tout au long du plan plat qui, je vous le ferai savoir, a été ajouté ici pour un effet visuel. Maintenant, cela se déplacerait avec l'observateur. Et il s'agit d'un rayon d'environ 3959. Il s'agit donc du rayon de la Terre,
mais décrivant simplement la limite sphérique de votre vision. Cela va durer un petit moment, mais c'est exactement ce que nous entendons lorsque nous parlons de la sphère céleste. Il s'agit en gros d'une personne qui lève les yeux. Il voit les constellations. Elles semblent faire leur procession autour de lui. Les étoiles évoluent à la fois avec le temps et avec le mouvement, comme nous l'avons prouvé mathématiquement. 69,07 miles latéralement la forceront à évoluer d'1 degré. Mais voici une belle illustration de la sphère céleste entourant l'observateur et de la façon dont elle se déplace avec le temps. Et nous allons imiter exactement cela sous peu. Voilà donc un bon exemple. Et puis voici quelques calculs supplémentaires. Je vais revenir au début et nous allons accéder à l'émulateur que nous avons référencé ici. Voici donc de l'enseignement astronomique à l'université du Nebraska Lincoln. Et c'est un merveilleux outil que nous allons utiliser très rapidement pour démontrer quelques principes de base sur la sphère céleste en action. Ok, je m'assure que nous puissions tout voir. Très bien, c'est parti. Nous allons faire des choix, nous allons donc nous placer n'importe où sur ce point. On va se mettre n'importe où. Notez que lorsque nous nous déplaçons, cet emplacement sur la carte change et cette déclinaison change. Ainsi, cette personne est toujours sur un plan plat et au-dessus d'elle se trouve toujours cette demi-sphère qui est imitée par la sphère céleste complète qui l'entoure. Nous allons donc avoir des motifs d'étoiles. Nous allons mettre toutes ces choses ici et ajouter quelques étoiles tout au long. Et voilà. Et nous allons ajouter des traînées d'étoiles et tout ça. Donc, en gros, partout où nous allons, si nous ajoutons du mouvement tout d'un coup, cela fait comme si la Terre tournait, ce qui imite simplement le mouvement des étoiles tout autour de nous. Ensuite, ce petit bonhomme ici a des traînées d'étoiles et des choses qui se lèvent et se couchent à son horizon. C'est donc exactement ce que nous voyons. Et comment nous utilisons les étoiles pour naviguer, comment nous les voyons, comment nous pouvons les utiliser pour déterminer où elles vont se trouver. C'est comment nous avons cartographié le ciel. Il s'agit d'un produit direct de tous les levées géodésiques élevés et de la cartographie du ciel avec la latitude et la longitude, les amis. C'est ce qu'ils ont pu réaliser, d'accord ? La carte des étoiles, la merveilleuse carte individuelle de la sphère céleste, poussée vers le géoïde lié à la Terre, ok ? La Terre comme un géoïde. Si vous remplacez simplement cette carte par n'importe quelle autre carte, cela fera exactement la même chose. Cela ne sera pas un globe et tout fonctionnera ensemble. Maintenant, si vous faites attention, toutes les cartes sont les mêmes, comme je n'arrête pas de le répéter. Nous pourrions donc mettre n'importe quelle carte ici. N'importe quelle carte. Puis faites marcher ce bonhomme et nous pourrons alors voir à quoi ressemblent les étoiles à chaque latitude, ok ? Parce que la seule chose qui compte vraiment, c'est la dépendance à la latitude. Nous l'avons compris. Donc, si nous déplaçons ce type vers, disons, l'Australie, oh, regardez, c'est le pôle sud qui se déplace, vous voyez ? C'est ainsi que cela illustrerait les choses. Et si on monte vers le nord, voilà, nous voyons ce à quoi vous vous attendrez dans le nord. Il y a son pôle nord, il y a les étoiles qui sont émulées autour de lui. Voici l'équateur céleste. Nous voulions juste le préciser, la sphère céleste est quelque chose que tout le monde utilise. Elle ne peut pas être exclusive au globe. Et alors que nous l'utilisons bien mieux, alors les globistes devraient simplement l'accepter, n'est-ce pas ? Parce que nous utilisons les mêmes outils qu'eux. Il s'agit simplement d'un plan plat, n'importe où sur Terre, émulé par une sphère céleste personnelle. Ok ? Alors passons à la suite. Histoire de mettre l'accent là-dessus et de s'assurer que ce soit clair. Voici Stellarium, utilisant le même type de mode de visualisation. Cela s'appelle simplement la vue orthographique, qui enveloppe l'observateur dans une sphère céleste personnelle et émule ensuite les étoiles autour de lui. Comme on le voit ici, l'étoile bouge, on va aller un petit peu plus vite. Encore une fois, il s'agit d'une personne orientée vers le sud. Vous pouvez le savoir parce que le nord, disons Polaris, n'est pas visible, d'accord ? C'est en dessous de l'horizon, techniquement. Bien sûr, en vrai, non. Si nous regardons cette vue, tout est juste une sphère céleste personnelle qui en cache la moitié avec le sol dans l'atmosphère. Très bien, nous allons le tourner. Voici notre merveilleux pôle sud, notre convergence optique au sud de l'équateur qui dépend de la latitude. Et voilà, nous pouvons déplacer cela n'importe où sur cette latitude, et cela ne fera pas grand-chose. Si nous changeons de latitude, c'est à ce moment-là que la déclinaison de cette convergence optique change. Nous voici à l'équateur. Nous avons une vue parfaite des deux pôles convergents optiquement sur le côté. Voici juste une sphère céleste personnelle où notre observateur se trouve évidemment ici. S'il regarde dans cette direction, il voit à peu près cette réunion à l'horizon. S'il regarde par là-bas, il voit à peu près cette réunion polaire à l'horizon. Allons un peu vers le nord, là où nous pouvons voir ce que la plupart des gens dans le monde voient, c'est-à-dire 88 à 90% de la population mondiale qui vit dans l'hémisphère nord. Et c'est ce qu'ils verraient, vous savez, que ça tourne autour de Polaris avec toutes les différentes constellations. Et la sphère céleste personnelle, je ne pourrais pas mieux l'imiter que Stellarium. C'est exactement le même modèle que nous allons utiliser.
Et c'est aussi simple que cela, les amis. C'est ce que nous utilisons, c'est ce que nous disons. Disons que nous allons l'utiliser sur une Terre plane. Nous avons une sphère céleste personnelle. La seule différence est que je donne simplement un paramètre et une distance réelle. Je dis juste que célestement parlant, sur le ciel, cela représente une demi-sphère de rayon 3959. C'est le seul pas que nous faisons. Ce n'est pas que je sois en train d'inventer la sphère céleste. Je ne dis pas que cela ne s'applique qu'à nous. Je dis juste, nous avons décidé que cela représente une distance de visualisation maximale et les globers pensent que, oh non, vous pouvez voir à l'infini, tout le monde voit tout, tout le monde voit ces étoiles. Ce n'est tout simplement pas correct. Alors maintenant, nous allons passer à une petite vidéo rapide que j'ai publiée plus tôt. Cela va justement aborder rapidement la sphère céleste avec un peu de musique et quelques animations. Et jetez un œil à ce merveilleux outil pour les globers qui se moquent de la sphère céleste personnelle ou de la grille azimutale personnelle d'observabilité ou de la grille azimutale de vision. Pour tous les gens qui ne comprennent pas ce concept, parce qu'honnêtement, les gens qui en rient sont ceux qui ne comprennent pas, ok? Voyons comment vous utilisez réellement la sphère céleste et comment elle est utilisée pour représenter tout ce qui se passe dans le ciel. Littéralement sur la sphère céleste personnelle, vous ne seriez pas en mesure d'identifier un objet, une déclinaison, une heure, un moment, etc. Ils utilisent donc un globe ici. Ils ont donc une représentation sur une carte de la Terre et ils utilisent ici la Mercator ordinaire où vous pouvez choisir de manipuler, vous montrant, bien sûr, le système de longitude et de latitude très connu avec lequel nous sommes si merveilleusement à l'aise. Et nous le mettrons ici, nous montrerons tout ça, je pense, parce que, pourquoi pas. Nous ajouterons quelques étoiles et nous montrerons des traînées d'étoiles, n'est-ce pas? Et puis nous nous assurons simplement d'avoir toutes les constellations. Nous choisirions donc un emplacement et celui-ci se déplacerait et évoluerait bien sûr de manière variable, exactement comme le ferait la grille azimutale personnalisée de Walter Bisland, d'accord? Largeur de mise à l'échelle, qu'est-ce que c'est? La latitude. Tout dépend de la latitude. Et quand nous regardons, disons, ici, alors cela nous montrerait ce que feraient les étoiles, d'accord? Donc bien sûr, à gauche, nous imitons la rotation de la Terre, qui est bien sûr la perception globulaire inversée des étoiles tournant au-dessus de la Terre plane. Ce n'est pas un big deal. Nous sommes tous à l'aise avec nos perspectives et nos positions ici. Alors ils choisissent un endroit, et ce petit dôme ici imite ce que vous verriez pour les étoiles. C'est la seule façon d'imiter les étoiles. C'est la seule façon dont nous pouvons visualiser les étoiles, n'est-ce pas? Donc une grille azimutale personnelle, une sphère céleste personnelle, peu importe comment on veut l'appeler. Quand vous riez et dites que tout le monde en a une, c'est littéralement ainsi que cela fonctionne. C'est ainsi que fonctionnent vos grilles basées sur des observateurs. Dans Stellarium, vous avez la grille azimutale qui est basée sur l'observateur. Elle doit être personnalisée, c'est la seule façon de comparer l'azimut, n'est-ce pas? Sinon, vous ne pourriez pas dire à un ami à l'autre bout du monde où une étoile apparaîtrait. Alors, tout le monde devrait savoir quel est le modèle que vous utilisez avant de vouloir vous moquer du modèle qui va le remplacer. C'est mieux. Très bien. Et donc pour la dernière partie ici, juste pour rassembler tout cela, juste pour regrouper en un, juste pour obtenir la meilleure sorte de visualisation, comprendre comment fonctionne la sphère céleste personnelle, on va utiliser le mouvement latéral pour se déplacer et vous montrer les étoiles, les processions et toutes ces choses. Passons à notre nouveau modèle de Terre plane, qui bien sûr sera le modèle de dôme de Terre plane. Nous voyons ici, nous avons exactement de quoi nous parlons. Il s'agit donc d'une sphère céleste personnelle basée sur l'observateur qui suit l'observateur. Cela émulerait quelque chose qui fait 3959 de diamètre, d'accord? Ce n'est donc pas à l'échelle. Je travaille toujours dessus pour représenter cela à l'échelle. Débarrassons-nous de ça et toutes ces merveilleuses choses. Et nous allons juste regarder les étoiles. Nous avons des étoiles qui font leur progression. Donc si cet observateur bouge, cela forcerait les étoiles à se déplacer latéralement. Alors vous voyez comment ça évolue? Vous voyez comment cette petite grille bouge avec lui? Cela monte de 90, donc si cela fait 69 miles, ça fait 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré tout autour, jusqu'à ce qu'on voit les étoiles faire leur progression. On aurait la même chose si on bougeait le curseur du temps. Vous voyez, on fait avancer le curseur du temps et les étoiles font leur procession au-dessus de l'observateur. À mesure que les étoiles défilent au-dessus de l'observateur, elles semblent se lever et se coucher à votre horizon. Alors, en raison de cette limite de votre vision, vous ne verrez pas les choses qui dépassent cette limite. Vous ne pouvez voir les choses que dans un rayon de 3959. Et ce modèle expliquerait parfaitement les étoiles avec une sphère céleste personnelle.
Alors très vite, nous allons le parcourir. Sous Polaris, comme nous l'avons vu avec l'autre diagramme, c'est directement en dessous. C'est la position au sol. Vous voyez, les étoiles se déroulent parfaitement autour de vous. Toutes les étoiles se meuvent parfaitement. Si l'on prenait cet observateur, déplaçons-le vers l'extérieur, disons 45 degrés, c'est à peu près ici. Et maintenant, nous pouvons voir que ces étoiles sont inclinées à un angle de 45 degrés, tout comme nous le montrait le modèle de sphère céleste issu de l'enseignement astronomique, d'accord ? Et en modulant le curseur, nous voyons exactement ce à quoi nous nous attendrions. Ça se meut de la même manière. Il a 45 degrés vers l'horizon. C'est là qu'il voit le point central. C'est comme ça que fonctionnent les étoiles, juste comme ça. Alors allons un peu plus loin, déplaçons-le vers l'équateur. Déplacez-le ici, poussez-le à peu près ici. Et maintenant, nous voyons que ces deux choses sont apparues à l'horizon. Nous avons donc le pôle Nord à peine visible. Nous avons la convergence optique connue sous le nom de pôle Sud, juste au-dessus, tout juste visible ici. Si nous faisons aller les étoiles ici, nous voyons qu'elles se lèvent et se couchent au-dessus de la sphère céleste personnelle de cet observateur alors qu'elles se déplacent au-dessus de la Terre. Il voit donc cela comme deux pôles. L'équivalent aurait été sur le modèle de la sphère céleste. Donc juste pour que nous puissions avoir les deux en vision ici. Alors, c'est ce que nous imitons avec la personne de la sphère céleste. Voici la manière héliocentriste, globiste de procéder. Et voici comment nous la simulons exactement. Maintenant, ce que nous allons prétendre en fin de compte, bien sûr, c'est que cela a été dérivé, calculé à rebours, à partir de nous, pour être rendu exclusif au globe. Mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Alors, cela se déroulera comme ceci. Cette personne voit exactement ce à quoi nous nous attendrions sur ce modèle personnel de sphère céleste. Si nous déplaçons cet observateur vers n'importe quel endroit émulé par ceci, on pourrait émuler exactement la même chose à laquelle il ressemble. Voici la sphère céleste sous l'équateur, notre sphère personnelle sous l'équateur. Oh, ça ressemble beaucoup, n'est-ce pas les gars ? Je dirais que ça a l'air identique. Voici ce que nous avons avec le zénith sur les 45 degrés, ce que nous venons de simuler. Poussons-le là et oh mon Dieu, les amis, si je ne savais pas mieux, je dirais que c'était le modèle exact qu'ils utiliseraient pour cartographier le ciel. Oh, regardez la sphère céleste personnelle qui imite exactement cela. Le solstice, dites-vous ? Eh bien, cela ne fonctionnerait-il pas avec le soleil ? N'avons-nous pas fait cela également avec le tracker solaire ? Allons-y et remettons cela en place. Nous avons la piste du soleil. Où est notre soleil alors qu'il se lève ? Oh, regardez, le voilà. Alors que le lever du soleil arrive, il se lève et se couche. Cela imite exactement cela. Et si l'on peut parcourir toutes ces positions, vous pourrez voir qu'il n'y a aucune configuration que nous ne puissions pas imiter. Cela fonctionne parfaitement pour émuler toutes les positions des étoiles, les émulations pour chaque ascension droite et déclinaison pour chaque observateur sur toute la Terre. Imprégnez-vous de cela, les amis. Si nous ne pouvons pas modéliser correctement, alors nous avons un problème. Si je peux modéliser chaque observateur sur Terre en utilisant cela, je ne suis pas sûre quelle serait votre réfutation, pour être honnête. Bref, cela conclut, je pense que pour la présentation cumulative totale, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais surtout, nous avons redéfini certains calculs basés sur la limite de résolution angulaire pour reprendre ce qu'on appelle le rayon et définir la limite de notre vue sphérique. C'était la base pour déterminer la taille de cette sphère céleste personnelle, d'accord ? Nous avons également présenté la sphère céleste personnelle comme modèle pour imiter les mathématiques. Et encore une fois, les mathématiques proposées constituent l'épine dorsale de ce que nous soutenons ici, disant essentiellement que nous n'avons pas besoin d'une relation linéaire pour obtenir cela. Nous avons dérivé une relation non linéaire. Voici les calculs à l'appui, qui ne peuvent être niés ni écartés. Alors maintenant, c'est à nous, n'est-ce pas ? Nous avons au moins un droit égal à la relation de 69 miles par degré, ce qui est tout ce dont nous avons toujours eu besoin en premier lieu, soyons honnêtes, ok ? Le but était de récupérer ce qui nous appartenait déjà. Et puis nous avons utilisé les mathématiques pour produire ce merveilleux modèle qui émulera exactement ce que nous voyons et comment nous voulons voir les étoiles. D'accord ? Le modèle est disponible pour que tout le monde puisse l'utiliser. Si vous avez un débat, vous pouvez toujours parcourir le modèle. Il y a beaucoup de descriptions en bas sur la façon dont il sera utilisé. Comme il est indiqué ici, le but de ce modèle est de montrer que les aspects géométriques et physiques prennent tout leur sens dans la réalité. Mathématiquement, la sphère céleste personnelle se déplace d'1 degré au-dessus de l'observateur lorsqu'il parcourt 67,07 miles sur l'axe horizontal. C'est le point crucial, c'est tout. Cela a été mathématiquement prouvé, même si nous l'avons dérivé. C'est pourquoi cela fonctionne. C'est l'épine dorsale de tout. Donc c'est à peu près tout. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine fois.
Thank you, brother. All right. Well done, mate. Well done, mate. Thanks, Scott. Woo! That was great. Awesome Super presentation, bro. présentation, And I mon think frère. a really Pour en important quelque sorte relationship insister sur la to façon dont tu as dérivé le to kind of harp on 3959. is how you derived the 3959. Tu sais, sans utiliser aucun élément du globe, ok? Sans utiliser le rayon du globe, mais uniquement grâce à l'optique. Et le critère de Rayleigh en fait une relation fascinante, selon laquelle tu peux déduire le rayon de la Terre à cela. Et qu'est-ce que c'était? C'est à 8 chiffres après la virgule près? Ouais, 8 chiffres après la virgule. Si vous pensez que c'est une coïncidence, c'est à la 8e décimale. Littéralement, il n'y a pas de place pour l'argumentation. Il n'y a littéralement aucune place pour un autre modèle. Et juste pour m'amuser, une fois que je l'avais compris, non seulement nous l'avons dérivé de cette façon, mais je l'ai fait en arrière, en avant, d'une autre manière, et d'une autre manière, et par la résolution angulaire d'abord, par l'optique d'abord. Ouais, on vient de s'approprier le modèle de Walter Bislan. Nous avons supprimé toutes les explications stupides, parce qu'il a dit que c'était à cause de l'héliocentricité. Mais dans le code, rien de tout cela n'est vrai. Tout fonctionne simplement à partir d'observations, comme tout, comme les éclipses, comme tout ce qu'ils prétendent être exclusif, mais qui ne l'est pas. Donc tout l'intérêt de prendre ceci, c'est de dire, ok, quelqu'un me montre le JavaScript, où il montre tout ce qui a à voir avec la masse gravitationnelle attirant la masse, vous savez, des choses comme ça. Parce que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle merveilleusement adapté à la description correcte. Donc si vous l'utilisez correctement, vous y trouveriez la véritable explication de la raison pour laquelle les choses se produisent. Et pour être honnête, j'ai écrit un livre pour rassembler toutes ces descriptions. C'est donc assez approfondi. ADL.play/ShainesFE model, baby. Ouais, ça fait 2 semaines que tu essayes d'avoir des réfutations, mais aucune n'existe. Alors félicitations, c'est fini. Ouais, je suppose que c'est vrai. J'ai consulté ce que je considère comme les globers les plus intelligents, et ils me disaient, la relation qu'ils disaient que nous ne pouvions pas avoir, nous l'avons maintenant. Permettez-moi juste de parler de la navigation céleste, parce que je l'ai en quelque sorte laissée de côté. Je peux le faire très vite. Nous allons commencer par ce même, ok? Quand il place simplement ce cercle, et qu'il place l'observateur au-dessus du cercle, qu'il dessine un angle à la fois par rapport à l'observateur, et ensuite aussi par rapport au centre du cercle. Okay, c'est en gros parce que c'est ainsi qu'ils utilisent la sphère céleste. Ils disent que c'est le même angle, et même s'ils sont au-dessus, c'est l'angle qu'ils ont utilisé pour déterminer leur emplacement. Tout le monde me suit jusque-là? C'est genre le meilleur homme d'acier de la navigation céleste que vous puissiez obtenir. C'est donc l'observateur au sommet de la sphère qui fait l'angle par rapport au centre de la sphère, et il passe à travers cela, et il vous dit que c'est exactement ainsi qu'il utilise la sphère céleste. Et c'est aussi, assez ironiquement, qu'il se vante de posséder cette relation que nous venons de reprendre mathématiquement et définitivement. Et puis si nous regardons l'autre que j'ai fait, celui-ci est juste au-dessus, celui avec le bonhomme, avec le cercle, un peu brut, avec les montagnes et Polaris. En gros, ça dit juste, même si vous pensez que vous êtes au-dessus de la sphère céleste, en faisant le calcul jusqu'au centre, si j'ai cette sphère céleste en permanence et que je suis au centre et qu'elle voyage avec moi, alors tout ce que j'ai à faire pour faire la même chose que vous, pour naviguer, c'est simplement supposer que je suis au centre, ce qui est mathématiquement ce que j'ai dû faire pour faire et appliquer le cercle unité. Alors bravo, bravo, la navigation céleste a également été récupérée très facilement. C'est donc une façon simple d'y penser. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une navigation quasiment céleste jusqu'au bout pour obtenir les angles par rapport aux étoiles, d'accord? C'est donc certainement ainsi que vous procéderiez. Et puis voici comment nous le récupérions sur la base de leur juste mauvaise adaptation de la sphère céleste. C'est à peu près tout. Merci mon frère. Ouais, fantastique Shane. Si quelqu'un veut suivre Shane, allez le voir sur ADL. Et allez voir son modèle de dôme de la Terre plane. Vous le trouverez avec sa description. -FE-model, Shane's FE model with dashes in between. Et comme il l'a dit, le JavaScript n'utilise pas la masse pour attirer la masse ou quelque chose comme ça. Alors oui, cela a été une explication fantastique de quelque chose dont nous continuerons à parler de plus en plus et de plus en plus. Parce que, comme il l'a dit, c'est notre sujet et c'est juste une question de comment fonctionne la perspective. Et plus on creuse de ce côté-là, et Shane a fait les mathématiques pour nous, et si vous êtes comme moi, que vous êtes arrivé ici parce que vous trouviez cela intuitif en premier lieu, l'idée de la perspective n'est pas si simple. Et visiblement, les choses convergent au loin. Et maintenant, Shane nous a apporté les calculs pour le montrer. Et la manière dont cette relation fonctionnerait ne serait pas linéaire. Comme il l'a dit, cela s'adapte à différents champs de vision, à différentes sections de vision. Alors oui, fantastique Shane. Merci à tous pour votre écoute et votre patience. Puissiez-vous prendre soin. Paix à vous.